Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du dimanche 4 décembre 2022, où je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. Alors, une semaine qui a été assez riche hein, sur les marchés, où il y a eu pas mal de choses hein, qui se sont produites. Et j'intitule cette vidéo, la vidéo, hein, je vous rassure, elle ne va pas porter que sur ça, est l'homme le plus riche du monde en 2022 et trois petits points. Oui, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je sais quasiment à coup sûr qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète en 2022. Alors c'est pas officiel, hein, j'ai pas eu accès au magazine Forbes, hein, mais au travers de ce que j'ai pu voir sur les marchés, je peux vous dire avec une grosse probabilité qui sera l'homme ou la femme la plus riche du monde. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas du tout intuitif. Alors, ce ne sera pas forcément le point principal de cette vidéo, hein, parce que bon, pour conquérir sa liberté financière, il n'y a pas, heureusement, pas besoin de faire partie des plus riches de la planète, mais c'est un petit clin d'œil aussi par rapport au point de marché. Alors, on va quand même commencer hein, toujours hein, par l'actualité, hein, l'actualité géopolitique, économique, sanitaire et autres. Donc d'abord, l'actualité monétaire. Donc Jérôme Powell a très agréablement surpris les marchés hein, le mercredi 30 novembre à 20 h en annonçant que le rythme de hausse de taux allait enfin ralentir. Et ça a provoqué une grosse série de hausses sur les places boursières. L'actualité macroéconomique, alors on a une grosse surprise sur l'emploi américain. Alors qu'on s'attendait à un ralentissement du nombre de créations, l'emploi s'est accéléré. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'économie mainstream, mais ça sous-entend que l'inflation risque de ne pas ralentir aussi vite, ce qui pourrait pousser la Fed à continuer à resserrer la politique monétaire. Donc deux actualités contradictoires. Mercredi, Jérôme Powell annonce que le rythme de hausse de taux va ralentir. Et 2 jours plus tard, on a une statistique sur l'emploi américain qui dément les propos de Jérôme Powell. Et donc, en fait, on aura peut-être plus des hausses de 75 points de base de taux, mais on pourrait avoir une série plus longue de hausses de taux de 50 points de base. Donc voilà un petit peu pour ces deux actualités. Alors l'actualité géostratégique, la guerre malheureusement continue sur le front ukrainien. Les Russes jouent la carte de l'enlisement en misant sur le fait que les bombardements des centrales et le fait de priver la population d'électricité en hiver poussera les Ukrainiens à capituler. Ça, c'est le pari des Russes. Mon point de vue, c'est que c'est une stratégie qui marche très rarement. On l'a bien vu lors de la bataille d'Angleterre en 40, hein, lorsque Hitler avait décidé de bombarder Londres nuit et jour pour pousser la population anglaise à faire tomber, à renverser Winston Churchill. Et au contraire, en fait, ça n'a fait que souder la population britannique autour de son dirigeant. Et il y a fort à parier que ce que font les Russes en Ukraine ne fera que souder la population autour de son président Volodymyr Zelensky, d'autant plus que l'Ukraine a connu l'Holodomor sous Staline en 1933. Alors pour rappel historique, hein, l'Holodomor, c'est lorsque Staline, pour faire plier les Ukrainiens à sa politique, a décidé tout simplement d'affamer les paysans ukrainiens, ce qui a entraîné la mort de millions de personnes sous la famine. Alors, on a eu quand même quelques exemples dans l'histoire où cette stratégie a marché, notamment lorsque Jules César a vaincu les Gaulois et a battu Vercingétorix à Alésia. Comment Jules César a vaincu Vercingétorix? Tout simplement en encerclant la ville d'Alésia et en affamant sa population. Donc, il y a eu quand même des exemples dans l'histoire où le fait d'affamer la population et de priver la population d'énergie a pu marcher pour les envahisseurs. Mais en général, et dans l'histoire récente,
surtout avec la médiatisation, parce que tout ce qui se passe en Ukraine est maintenant médiatisé, il y a peu de chances pour que la stratégie de Vladimir Poutine marche en Ukraine. Alors je continue, hein. L'actualité sportive, et oui, les Bleus sont en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ils vont jouer contre la Pologne tout à l'heure, hein, dans quelques heures. Donc peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on aura déjà le résultat. Donc évidemment, les paris vont bon train sur la victoire de l'équipe de France face à la Pologne, mais on ne sait jamais. Et évidemment, ça permet, j'enchaîne, hein, sur le point suivant, ça permet au gouvernement de faire passer quelques lois pas très, très populaires, mais comme on est en pleine Coupe du Monde, évidemment, les regards sont tournés ailleurs. Trois lois qui sont en train de passer, qui pas très populaires. La première, c'est que ça y est, la durée d'indemnisation au chômage va diminuer de 6 mois, c'est-à-dire qu'au lieu d'être indemnisé 2 ans au chômage, on ne sera plus indemnisé que 18 mois. Voilà. Deuxième point, il va y avoir la mise en place de partenariats avec les pays d'Afrique du Nord afin de faire venir de la main-d'œuvre sur les secteurs pénuriques. Donc ça, évidemment, ça ne va pas forcément faire plaisir à nos salariés de la première ligne, hein, ceux qui étaient en première ligne durant la crise du Covid, puisque par l'équilibre du jeu de l'offre et de la demande, comme ils sont en situation de pénurie, ils peuvent demander des hausses de salaire. Et que fait le gouvernement? Plutôt que laisser le marché intervenir et laisser le marché augmenter les salaires de ces populations, que fait-il? Il fait des partenariats avec des pays d'Afrique du Nord pour faire venir de la main-d'œuvre afin finalement de créer une armée de réserve pour maintenir les salaires de ces professions assez basses. Donc ça, c'est bon. Voilà, moi je suis un libéral. Bon, je suis un libéral. Je suis pour que les salaires s'ajustent suivant l'offre et la demande. Mais voilà, ce que fait le gouvernement, plutôt que de revaloriser les salaires, les petits salaires, ce qui permettrait de casser la pénurie, bah, il fait venir une main-d'œuvre finalement encore meilleur marché d'Afrique du Nord. C'est un petit peu moyen. Je ne pense pas que nos grands patrons accepteraient d'être en concurrence avec des patrons indiens, coréens, qui sont beaucoup moins payés qu'eux. Voilà, ça, évidemment, on évite la concurrence de se faire là-dessus. Par contre, évidemment, on n'hésite pas à mettre des salariés finalement qui ne sont pas très très bien payés en concurrence les uns avec les autres. Donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu moyen. Moi, j'aurais préféré plutôt ça, plutôt qu'on aide les immigrés déjà présents en France à s'intégrer, à s'assimiler, hein, à créer une harmonie finalement au sein du pays, à relever, à laisser le marché, hein, c'est même pas relever, à laisser le marché, parce que si la pénurie continue, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises qui ont besoin de recruter des serveurs, des infirmiers, etc., bah, augmentent les salaires et de laisser finalement le marché de l'offre et de la demande s'adapter. Mais que fait le gouvernement? Évidemment, il va faire appel avec Pôle emploi, à faire des partenariats avec les pôles emploi étrangers pour faire venir de la main-d'œuvre sous-payée en France. Et ça c'est moi, je suis un libéral, je trouve que c'est pas très très libéral de faire ça. Ou alors il faudrait aussi le faire peut-être avec des grands patrons pour tirer aussi les salaires vers le bas des dirigeants. Alors, soit on veut faire une politique sociale, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais il faut faire la politique sociale avec tout le monde, les grands patrons comme les ouvriers, soit on veut faire une politique libérale et il faut faire une politique libérale avec tout le monde. Voilà, il faut juste être cohérent. Donc évidemment, voilà, ça c'est pas pour la liberté financière, c'est pas forcément terrible. Et enfin, il y a un projet hein, dans les tuyaux de reporter l'âge de départ à la retraite. Donc ça, c'est important. Hein. Pensez à votre liberté financière, pensez à votre gestion patrimoniale, parce que ce n'est clairement pas le gouvernement qui y pensera pour vous. Voilà pour l'actualité politique intérieure. Alors on passe à l'actualité géopolitique. Il y a de l'eau dans le gaz entre la France
les États-Unis au sujet de l'économie. Alors en effet, l'administration Biden a mis en place l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act. Cette stratégie en apparence anodine vise à donner des primes à toutes les entreprises qui fabriqueraient aux États-Unis. Cette décision sera à terme désastreuse pour l'économie française. En effet, la France ne peut faire cela à cause de l'Europe. La France, ne pouvant plus importer le gaz et le pétrole russe, vous le savez, elle doit se tourner vers les États-Unis. Or, l'énergie, le pétrole et le gaz de schiste américain sont beaucoup plus chers, 5 à 10 fois plus chers que le gaz russe. Les entreprises ne pouvant bénéficier des boucliers tarifaires du gouvernement vont voir leurs factures exploser. Les petites entreprises se retrouveront étranglées, quant aux grandes entreprises du CAC 40 pourraient être tentées de délocaliser aux États-Unis, d'autant plus que le gouvernement américain a clairement ouvert la porte à ça. Et ça peut poser de gros problèmes à l'emploi en France à moyen long terme. L'actualité sanitaire, la France est confrontée à une triple épidémie, le Covid-19, on a la 9e vague, la grippe et la bronchiolite, ce qui pourrait provoquer une saturation des hôpitaux et peut-être le recours du masque obligatoire dans les transports, voire plus. Et enfin, je termine cette actualité par l'actualité microéconomique. Alors, ces 2 derniers mois ont été miraculeux sur les marchés, mais laissent apparaître toutes les différences. Regardez, je vous ai cité 4 entreprises. On a évidemment le groupe Amazon, porté par, par Jeff Bezos. Alors, regardez le cours de l'action Amazon, il s'est littéralement effondré, il a du mal à progresser. On a Tesla, évidemment, qui est porté par Elon Musk. Donc Elon Musk, première fortune mondiale. Jeff Bezos, deuxième fortune mondiale. Regardez Tesla, qui a beaucoup baissé également. Donc, durant ce dernier mois, on n'a pas beaucoup profité du rebond des marchés, voire même a baissé. On a évidemment Facebook, Meta, par Mark Zuckerberg, qui a augmenté, mais qui se stabilise. Mais Mark Zuckerberg a déjà vu, en fait, la valeur de Facebook s'effondrer. On ne le voit pas sur ce graphique parce qu'il faut remonter à plus longtemps, mais en fait, l'action Facebook s'est énormément effondrée. Et là, on a un petit rebond, mais l'action Facebook, depuis le début de l'année, est en baisse de 70%. Et enfin, une action qui se dégage des autres, LVMH, portée par Bernard Arnault, qui voit sa capitalisation revenir dans le vert positif depuis le début de l'année. C'est une des rares valeurs à être positive depuis le début de l'année. Et c'est ce qui permet au CAC 40 d'ailleurs de surperformer les autres indices mondiaux. Donc voilà un petit peu quelques indices. Et donc du coup, sans être devin, je peux affirmer que l'homme le plus riche du monde en 2022 sera, un suspense, sera, eh oui, Bernard Arnault. Il y a de très grandes chances que l'homme le plus riche au moment où je vous parle soit à présent Bernard Arnault, donc Cocorico, l'homme le plus riche serait français. Alors Forbes n'a pas encore, il n'y a pas eu encore de publication sur le classement des personnes. Chaque année, il y a un classement des plus riches, des femmes et des hommes les plus riches du monde, mais sans être devin. Alors, sauf si on trafique les chiffres, évidemment. Mais bon, quand vous voyez que la grosse partie de la fortune de Jeff Bezos, c'est Amazon. La grosse partie de la fortune de Elon Musk, c'est Tesla. La grosse partie de la fortune de Mark Zuckerberg, c'est Facebook. Et la grosse partie de la fortune de Bernard Arnault, c'est LVMH. Quand vous voyez les cours en bourse de ces différentes valeurs, a priori, je pense que Bernard Arnault a dû repasser devant Jeff Bezos, clairement, et devant Mark Zuckerberg, c'est sûr, et sans doute devant le patron de Tesla, Elon Musk. Bon, je peux toujours me tromper. Après, il y a les histoires de change, effectivement, mais il y a de grandes chances. Si vous suivez ma chaîne, lorsque vous verrez le classement des femmes et des hommes les plus riches du monde, si vous voyez la tête de Bernard Arnault s'afficher en numéro 1, pensez à cette vidéo.
voilà, bah, en ce 4 décembre 2022, voilà, je l'annonce, je prends le risque de me mouiller, effectivement. Comme le titre de la vidéo laisse sous-entendre, l'homme le plus riche de l'année sera sans doute un Français. Cocorico, hein, ça permettra, hein, surtout si la France gagne la Coupe du Monde. Voilà, on aura l'homme le plus riche du monde, c'est un Français. L'équipe vainqueur de la Coupe du Monde, peut-être la France aussi. Ça permettra peut-être de faire passer la pilule, hein, pour les boulangeries, les petits restaurants, les petites industries qui pourraient mettre la clé sous la porte à cause des prix du gaz et de l'électricité, de se consoler en se disant qu'on a l'homme le plus riche du monde qui est français et la meilleure équipe du monde de football qui est aussi française. Voilà un petit peu pour l'actualité, donc avec ce petit clin d'œil évidemment sur l'homme le plus riche du monde. Alors on va passer maintenant aux détails sur les marchés, hein. On commence par les marchés obligataires. Les taux, on a les taux qui commencent à se détendre en France, hein. On passe de 2,91 sur le taux 10 ans à 2,22. On a une baisse, hein, des taux français. Alors attention, est-ce que c'est une baisse avant une remontée, hein? On a déjà eu les taux français qui ont baissé, hein, notamment entre le mois de juin et le mois d'août, hein, puisqu'ils étaient passés de 2,40 à 1,20. On a une forte baisse des taux français. Là, on a une nouvelle baisse des taux français, mais est-ce qu'on ne va pas avoir une nouvelle remontée, une nouvelle poussée des taux français? Ça, il faudra le voir dans les prochains mois. En tout cas, on a quand même une inflation qui est encore assez forte, hein, à 10% d'inflation en zone euro. Voilà, ça peut encore faire mal au niveau des taux, hein. Il faut vraiment être prudent. Mais on a une accalmie, on a un regain sur les taux, une baisse des taux. Et ça, évidemment, on ne va pas s'en plaindre. Alors, pas suffisamment fort pour empêcher les taux de crédit immobilier de continuer à monter, mais ça fait du bien de souffler un peu. Alors, c'est un peu pareil aussi pour les États-Unis, hein, donc je vais passer assez vite sur les États-Unis. On a des taux qui passent de 4,26 le taux 10 ans à 3,60. Fait plus inquiétant, alors si l'inflation semble refluer, on a quand même la courbe des taux américaine qui est très très inversée, hein. On a des taux courts à 2 ans qui sont à 4,70, alors que les taux longs à 10 ans sont à 3,60, hein. Donc on a quasiment 110 points de base d'écart entre le taux 2 ans, qui est 110 points de base au-dessus du taux 10 ans. Et ça, c'est un signal qui envoie un vrai risque sérieux de grosse récession aux États-Unis. Donc ça, les marchés actions, pour le moment, ne le price pas. Donc on a un différentiel, hein. On a le marché action qui est soulagé du reflux de l'inflation et que la Banque centrale va arrêter de monter les taux. Et on a un marché des taux qui, lui, voit une très, très grosse récession à venir pour 2023. Et il y a forcément un des deux marchés qui se trompe. Alors, sur les spreads de crédit, là encore, je vais un petit peu démentir, hein, les catastrophistes. On a des spreads entre la France et l'Allemagne qui se réduisent, hein, regardez. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la dette française, hein, la dette française, elle est euh, de plus en plus recherchée par rapport à la dette allemande. Et donc tous celles et ceux qui pensent que l'Allemagne, c'est l'exemple à suivre, etc., bah, quand on regarde le marché obligataire, on voit que, quoi qu'on en dise, la dette française, elle est recherchée par les investisseurs. Et c'est encore plus vrai avec la dette italienne, puisque on a le spread entre l'Italie et l'Allemagne. Alors certes, il a pas mal monté depuis 2021 avec la hausse des taux, mais depuis les pires moments de septembre 2022, on a quand même le spread de taux entre la France, entre l'Italie et l'Allemagne, qui a quand même perdu 80 points de base. Alors qu'on annonçait la catastrophe avec l'arrivée de Madame Meloni, hein, qui est plutôt de la droite dure italienne, ben, elle est arrivée au pouvoir fin septembre et on voit que le spread de taux entre l'Italie et l'Allemagne se réduit. Donc ça veut dire que pour le moment, les marchés ne voient pas Madame Meloni comme un danger pour l'Italie. Donc voilà pour les spreads. Donc attention, hein, à ne pas suivre, hein, les catastrophistes, hein, les gens qui vous disent que tout va s'écrouler, que c'est la fin du monde. En tout cas, regardez, hein, les marchés, en tout cas,
même les marchés de taux montrent que, voilà, oui, il y a des turpitudes, il y a des tensions, mais c'est clairement pas la fin du monde. Alors, on va passer sur le Forex, et là encore, hein, désolé pour les vendeurs de mauvaises nouvelles, hein, on a un euro qui a super bien monté. Regardez un petit peu, hein, l'euro bon, qui baissait, hein, qui est passé de 1,23 à 95 centimes contre le dollar. Et là, on a cette forte remontée, hein, l'euro qui a regagné 10 centimes par rapport au dollar en à peine 2 mois. Et là, on voit, hein, si on fait le zoom, hein, sur un mois, on a l'euro qui est passé de 97 centimes pour un dollar à plus de 1,05 dollars pour un euro. Donc ça, en tout cas, on a quand même une résilience de la monnaie européenne par rapport au dollar. Donc là encore, hein, attention à ne pas suivre des influenceurs qui vous annoncent la fin des temps, la catastrophe, l'explosion de la zone euro. Oui, il y a de gros problèmes en zone euro. Ce n'est pas une zone monétaire optimale, et en ça, je rejoins tout à fait Marc Touati, c'est un vrai sujet. Mais rappelez-vous que les systèmes, aussi aberrants soient-ils, peuvent rester plus longtemps en place que vous ne pouvez rester solvable. Prenez l'exemple de l'Union soviétique qui est restée en place pendant 70 ans. Donc on peut très très bien voir une zone euro qui continue à vivre bon an mal an pendant encore 20, 30, 40 ans avant son écroulement ou sa refondation. Donc ça, c'est très important. Oui, il y a des problèmes. Il y avait aussi des problèmes dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, il y avait déjà des gros problèmes dans l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ, notamment le problème, l'évolution, l'extension du christianisme, le problème d'intégration des tribus barbares qui venaient s'installer à Rome, les problèmes d'immigration. Bon, ça peut rappeler des choses aujourd'hui. Qui avait de gros problèmes, des problèmes d'inflation, de création monétaire, planche à billets. Donc à l'époque, c'était pas la planche à billets, c'était autre chose. Au IIe siècle après Jésus-Christ, certains le voyaient. Bon, l'Empire romain s'est effondré en 476 après Jésus-Christ. Il s'est quand même passé 2 siècles entre le moment où des penseurs, des philosophes ont mis en avant les problèmes de l'Empire romain et le moment où l'Empire romain s'est effondré. Attention, oui, il y a des problèmes, mais le système de la zone euro peut rester debout bien plus longtemps que ce que l'on peut imaginer. Bon, sur l'euro franc suisse, pas grand-chose à signaler. Pareil sur l'euro livre sterling, je passe très vite là-dessus. Je continue sur les marchés actions, les marchés boursiers. Le CAC 40, ça y est, il s'est enfin extrait de sa résistance majeure, hein, 6600, 6700 points. Là, on voit que il a passé quasiment la totalité de la semaine au-dessus de 6700 points. Et au vu de la remontada entamée depuis octobre, l'objectif des gérants est clairement de faire finir l'indice au-dessus de 7150 points. Et quand on zoome un peu en pas horaire sur le CAC 40, donc ça c'est l'évolution horaire du CAC 40 depuis le mois de depuis le mois d'octobre, hein, fin octobre, on voit que le CAC 40, il est dans ce canal vert, hein, il reste dans son canal vert, on voit qu'il n'en sort pas. Et si on prolonge le canal vert, comme par hasard, au 31 décembre 2022, on arriverait à un CAC 40 qui tournerait autour des 7166 points. Donc si le CAC 40 continue sur sa tendance haussière observée depuis début octobre, a priori, le CAC 40 devrait terminer dans le vert à la fin, d'ici la fin de l'année. Alors autant je ne cautionne pas du tout les catastrophistes, les déclinologues, etc. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de l'euro. Enfin, la situation n'est pas si catastrophique. Autant, je ne partage pas non plus l'optimisme de certains gérants qui ont intérêt à pousser le CAC à la hausse pour des raisons hein, purement pécuniaires. Hein. Voilà, il y a des bonus qui sont indexés. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui cherchent à pousser les indices vers le haut. Et je continue avec le Dow Jones. Alors, le Dow Jones continue inexorablement sa montée.
et les marchés voient toujours le verre à moitié plein. Quand les nouvelles sont mauvaises, on interprète ça comme un bon signe que la Fed va arrêter de monter les taux. Quand les nouvelles sont bonnes, ça veut dire que l'économie va échapper à la récession et on monte. Et là, on le voit très clairement. C'est extrait du canal baissier, très clairement. On s'est même permis de casser cette résistance des 34 000 points. On voit, on est vraiment dans, dans une, pareil, comme le CAC 40, dans une camisole algorithmique haussière et on voit qu'on s'est extrait de la résistance des 34 000 points qui semble devenir un support. Et c'est encore plus marquant quand on zoome en pas minute, ce qui s'est passé durant la journée de vendredi. C'est quand même assez incroyable. On a l'impression clairement que les marchés sont vraiment aspirés vers le haut. On a vu ici, on a le Dow Jones qui se maintient au-dessus de la zone des 34 000, 34 300 points. On a les chiffres de l'emploi qui tombent, ils sont excellents. On a eu des hausses de salaire, on a eu une remontée, une hausse du nombre de créations d'emplois. Donc ça envoie clairement un signal inflationniste que la Fed pourrait être contrainte de continuer à monter les taux. Que font les marchés? Les marchés chutent fortement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure? Les analystes commencent à voir le verre à moitié plein. Oui, peut-être que la Fed va monter ses taux, peut-être, mais si les marchés de l'emploi est très bon, ça veut dire que l'on va échapper à la récession. Et donc, alors qu'il n'y a pas eu d'autres nouvelles, on voit les marchés qui remontent, un peu comme, vous savez, vous prenez un ballon gonflable, vous l'enfoncez dans de l'eau et la poussée d'Archimède le fait remonter. Là, on voit le marché qui remonte fortement et qui vient se poser comme une fleur à la fin de la semaine au-dessus de la grosse zone de résistance qui est devenue un support entre 34 000 et 34 300 points. Et là, on voit vraiment comment les marchés voient systématiquement le verre à moitié plein. Il peut y avoir de mauvaises nouvelles, c'est pas grave, la Fed va arrêter de monter les taux, il y a de bonnes nouvelles, c'est pas grave, ça veut dire que l'économie est très solide. Donc ça c'est un petit peu, ça c'est un peu inquiétant. Alors c'est très très bien pour les portefeuilles. Moi j'ai des actions en bourse, je suis plutôt content, mais quand même, ça me gêne un petit peu ce côté algorithmique, un camisole algorithmique toujours haussière. Alors, sur le Nasdaq, la situation est un peu plus compliquée. Je vous ai montré les graphiques de Tesla, d'Amazon, de Facebook, Meta. Le Nasdaq est un peu remonté depuis le mois d'octobre, mais c'est pas non plus une forte hausse. Pourquoi? Tout simplement parce que le Nasdaq, les actions du Nasdaq distribuent très peu de dividendes, 1% de dividendes. Et en fait, le Nasdaq n'a pas besoin que la Fed continue à monter ses taux pour être pénalisé. Rien qu'avec les taux actuellement en vigueur sur les marchés, des taux à 3%, 4%, les entreprises du Nasdaq sont très pénalisées. Pourquoi? Parce que vous, en tant qu'investisseur, si on vous donne le choix entre investir sur des obligations américaines à 2 ans qui vous rapportent du 4,5% sans risque et des actions du Nasdaq qui versent à peine 1% de dividendes et qui ont une forte volatilité, forcément, l'obligataire devient beaucoup plus intéressant par rapport au Nasdaq. Et c'est ce qui explique pourquoi les entreprises du Nasdaq rebondissent beaucoup moins fortement que les entreprises du Dow Jones qui tendent à verser des dividendes beaucoup plus intéressants, pouvant encore rivaliser avec le niveau des taux d'intérêt actuels. Sur le Nikkei, pas grand-chose à signaler. On a une semaine qui est plutôt décevante sur le marché boursier japonais, qui évolue de manière totalement décorrélée par rapport aux bourses occidentales. Sur la Chine, on a une belle remontée de la bourse chinoise, malgré ce qui se passe avec la politique zéro. Alors, est-ce que c'est un rebond qui marque le début d'un vrai retournement, comme on peut le voir en pas horaire, ou est-ce que c'est juste un rebond technique, comme on peut le voir en pas journalier?
qui s'inscrit dans un long bear market entamé depuis 2021. À suivre dans les prochaines semaines. Sur l'Inde, hein, alors là encore, déception, la bourse indienne qui s'était très bien comportée lors de la baisse du début de l'automne se comporte de manière assez décevante depuis déjà 2 mois. L'Afrique du Sud, une très belle semaine pour la bourse sud-africaine qui est corrélée avec les bourses occidentales et en même temps avec la bonne tenue des métaux précieux. Puis sur la bourse brésilienne, pas grand-chose à noter, ça a été assez ennuyeux par rapport à la bourse brésilienne. Voilà un petit peu sur les actions. Maintenant, je vais passer aux métaux précieux. Une très belle semaine hein, sur l'or qui a fortement rebondi hein, cette semaine. Hein. On est passé cette semaine hein, de 1720 à quasiment 1800 dollars l'once et on est quasiment à 200 dollars de hausse par rapport au plus bas. Donc ça, en fait, c'est pas toujours par rapport aux perspectives de ralentissement de la hausse des taux. Évidemment, les traders se disent que si les banques centrales arrêtent de monter les taux d'intérêt, ça sera forcément bon pour l'or parce que on pourrait laisser filer l'inflation à moyen terme. Donc, inflation qui reste assez élevée, des taux d'intérêt qui ne montent plus, voire qui baissent. Ça, c'est forcément bon pour l'or. Attention toutefois, on a quand même la résistance majeure des 1810 dollars à passer. Alors sur l'argent, ça a été vraiment une super semaine, une excellente semaine. L'argent qui a réussi à casser la résistance majeure des 22 dollars l'once, hein, qui réintègre son canal horizontal hein, qui est situé entre 22 dollars et 30 dollars, dans lequel il s'était maintenu pendant presque 2 ans, durant tout l'après-Covid. Hein, durant presque 2 ans, l'argent a fluctué entre 22 dollars l'once et 30 dollars l'once avant de casser la zone des 22 dollars l'once. Hein, moi, j'avais investi dessus. Hein, je croyais en cette zone. Pas de chance pour moi. L'argent a cassé les 22 dollars l'once pour aller tester les 17,5 dollars l'once. Et là, on est remonté au-dessus des 23 dollars l'once. Donc finalement, l'argent revient dans son canal de consolidation, son canal horizontal de long terme. Donc ça a été très très bon pour mon portefeuille. Et ça va plutôt dans la logique des choses. Hein. Quand on voit le dollar qui s'affaiblit, les taux d'intérêt qui arrêtent de monter, voire même qui baissent, et des perspectives de croissance qui finalement sont plutôt jugées meilleures qu'attendues, du moins selon les marchés, forcément, tout ça profite au cours de l'argent. Bon, sur le palladium, la tendance est plus fragile avec un palladium qui se maintient sous les 2000 dollars l'once. Et puis, pour le platine, pas grand-chose à noter avec une consolidation autour des niveaux des 1000 dollars l'once. On passe maintenant aux matières premières. Le pétrole teste avec succès pour la deuxième fois la zone des 75 dollars. C'est un très très gros support. Si le pétrole casse à la baisse la zone des 75 dollars le baril, ça pourrait accélérer la chute de l'or noir. Mais il a très très bien résisté et rebondi à 80 dollars le baril. Moi, j'ai pris d'ailleurs une position acheteuse sur le pétrole autour des 75 dollars le baril. Sur le gaz naturel, on a eu une mauvaise semaine sur le gaz qui a énormément baissé et qui est quand même très très volatile parce que le gaz, depuis maintenant 2 mois, 2 mois et demi, fluctue sur un très gros canal entre 5000 et 8000 dollars. Donc on a une forte volatilité sur le gaz. Donc si vous êtes plutôt un profil trader, ça peut être intéressant de faire des allers-retours sur le gaz et de gagner pas mal d'argent. Sur le cuivre a bien remonté dans le sillage de l'argent, parce que c'est aussi un métal industriel. Le cuivre, alors il n'est pas précieux comme l'argent, mais il est quand même industriel, notamment à la faveur d'anticipation de la réouverture de la Chine. Donc on a le cuivre qui remonte, mais attention toutefois
à la résistance majeure des 4 dollars la tonne sur le cuivre. Le blé, alors le blé a beaucoup baissé cette semaine dans l'espoir de la fin de la guerre en Ukraine, d'un début de négociations entre la Russie et l'Ukraine. Là, le blé touche un gros support, le support des 750 dollars. Si jamais ce support est enfoncé, le cours du blé pourrait baisser beaucoup plus. Pareil pour le maïs aussi qui a à peu près la même évolution que le blé, mais avec une volatilité plus basse. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les matières premières. Je termine par les crypto-monnaies. Donc les cryptos, après la cassure des 18 000 dollars suite au scandale FTX, le Bitcoin semble résister dans un canal entre 15 000 et 17 500 dollars. Tout le monde s'attendait à ce que le Bitcoin aille à la cave, à ce qu'il aille à 10 000 dollars. Et finalement, à la surprise générale, le Bitcoin résiste sur un canal qui est légèrement plus bas que le canal des 18-20 000 dollars, mais il reste quand même dans un canal qui est assez serré, avec une volatilité assez réduite, entre 15 000 et 17 500 dollars. Pour l'Ethereum, c'est un peu pareil que le Bitcoin, sauf que l'Ethereum résiste très très bien. Il a réussi à ne pas casser le seuil des 1000 dollars l'Ethereum, donc ça c'est plutôt bien aussi pour l'Ether. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire sur les marchés financiers. Conclusion de ce point de marché, avant de passer à mon portefeuille, les marchés sont globalement euphoriques. Les principaux indices ont connu près de 10 semaines de hausse ininterrompue. Cette hausse est alimentée par des considérations monétaires avec les perspectives de fin de hausse des taux. Le marché parie sur la situation idyllique où l'inflation se tassera d'elle-même sans toutefois entraîner le plongeon de l'économie en récession, même si la structure de la courbe des taux US suggère une forte récession en 2023. Donc attention, on a un des deux marchés qui semble se tromper. On a d'un côté le marché obligataire avec une courbe des taux inversée aux États-Unis qui semble indiquer qu'on aura une très forte récession en 2023. Et de l'autre, on a des marchés actions qui, eux, continuent à suivre une camisole haussière algorithmique. Sur un plan plus technique, on a un grand nombre d'acteurs qui ont intérêt à ce que cette hausse se poursuive. Les marchés actions ont fini au 30 novembre, pile au même niveau que le 30 novembre 2021. Or, les hedge funds ont leur clôture comptable annuelle en novembre. Évidemment, le rebond inespéré des marchés durant les 3 premiers jours de la semaine permet aux hedge funds d'afficher une performance positive sur l'année 2022. Et ça, c'est inespéré puisque l'année 2022, pour beaucoup de hedge funds, commence le 1er décembre et finit le 30 novembre 2022. Donc, du coup, les hedge funds peuvent afficher une performance globalement positive sur l'année 2022. Et évidemment, j'essaie d'anticiper la suite. Pour le 31-12-2022, ce sont cette fois-ci les compagnies d'assurance vie qui vont clôturer leur compte annuel. Et dans l'esprit de nombreux directeurs des investissements, ça serait top que la hausse des actions se poursuive en décembre et permette aux principaux indices d'être dans le vert au 1er janvier 2022 par rapport au 31 décembre 2022 par rapport au 1er janvier 2022. Et ça, évidemment, moi je suspecte que beaucoup de gérants actions, de directeurs des investissements vont essayer de pousser encore à la hausse les marchés actions pour pouvoir afficher de belles performances à la fin de l'année. Alors, ce très fort rebond des marchés a été hétérogène car les actions du Nasdaq ont beaucoup moins profité que celles du CAC 40. On va sans doute assister à un chamboulement, je l'ai dit, dans le top 10 des personnes les plus riches de la planète, avec sans doute l'arrivée en première position dans le classement de Bernard Arnault, patron de LVMH. Donc, ne soyez pas surpris si vous lisez dans la une des journaux
numéro un, fortune, première fortune mondiale, Bernard Arnault avec sa photo, bah, souvenez-vous de cette vidéo, moi, je vous aurais prévenu. Et évidemment, dernier point, les métaux précieux qui ont été le deuxième plus gros gagnant de la semaine avec de très forts rebonds, en particulier sur l'or et l'argent. Personnellement, je pense qu'il y a plus de potentiel de hausse sur l'or et l'argent que sur les actions parce que ces métaux précieux sont moins surévalués que les marchés actions. Voilà un petit peu pour les conclusions sur ce point de marché. Maintenant, j'attaque un focus sur mon portefeuille personnel. Donc, vous voyez, là, on a la poursuite de la hausse des plus-values réalisées. Là, on le voit sur ces 2 dernières semaines, en particulier grâce au rollover des obligations américaines et britanniques. Donc là, on a une belle hausse. Je suis quasiment à un record au niveau des plus-values réalisées. Les indicateurs sont quand même très encourageants. J'avoue, je suis plutôt content de moi. Ma performance totale depuis le début de l'année se situe à moins 1,97%. Je continue à surperformer les actions malgré la très forte remontée de celle-ci. Donc quand on regarde, donc ça c'est l'évolution de mon portefeuille depuis le début de l'année. Donc on voit que j'ai bien résisté au début de l'année. J'ai même surperformé le marché action au début de l'année. J'étais même en mars, j'étais encore dans le vert début mars, alors que les marchés actions avaient fortement plongé avec la crise ukrainienne. Puis j'ai baissé, j'ai fortement rebondi au milieu de l'été, comme les marchés actions. Puis j'ai subi la baisse, comme les marchés. Et là, je rebondis depuis la fin du mois de septembre. Mon portefeuille connaît une ascension régulière qui m'amène à moins de 2% de mon niveau de début de l'année. Donc ça, c'est très très bien. Ce qui est encore mieux, c'est sans me jeter des fleurs, c'est que quand les marchés étaient à moins 20, moins 25%, y compris sur l'obligataire, moi, j'ai réussi à limiter mes pertes à moins 10%, alors que les marchés actions obligataires étaient à moins 20, moins 25, sans parler du Nasdaq à moins 30, du Bitcoin à moins 70. Moi, j'ai réussi à limiter la casse à moins 10. Et maintenant que les marchés rebondissent, j'arrive quand même à suivre, à capturer une grosse partie du rebond des marchés financiers. Et ça, je ne suis pas trop mécontent de moi. Autre indicateur intéressant, c'est le ratio de latence, puisque maintenant, j'ai un stock de plus-value latente de 696 euros, quasiment 700 euros, contre 1576 euros de moins-value latente. Et donc, j'ai un ratio de latence qui était quasiment à 3% il y a encore 2 mois, qui remonte à 30,6%. Ça, c'est très très bien, sachant que la zone de neutralité est située à 50%. 50%, ça veut dire que j'ai autant de positions en plus-value latente que de positions en moins-value latente, mais j'ai maintenant un ratio de latence qui est à 30%, qui commence à s'approcher de la neutralité. Et ça, c'est quand même bien parce que quand on regarde, j'ai un stock de plus-value réalisée, je réalise pas mal de plus-value, puisque je suis au plus haut depuis que j'ai ouvert mon portefeuille. Et en plus, j'ai un stock de plus-value latente qui continue à gonfler, c'est-à-dire que j'ai un potentiel de continuer à réaliser des plus-values latentes. Et ça, c'est plutôt très encourageant. Et enfin, autre point très encourageant, c'est mon taux de marge disponible qui, lui, est assez élevé puisque j'ai encore 85% de ma couverture qui est encore utilisable. Et ça, c'est excellent parce que ça peut me permettre, en cas de rechute des marchés, d'investir, de rentrer sur les marchés si jamais il y a une chute de 10, 15 ou 20% des marchés. Alors ça, c'est le détail de mon portefeuille, ligne par ligne. Et là, on voit qu'une grosse partie de ma performance est liée au portefeuille obligataire. Notons aussi que j'ai quand même des moins-values
sur les actions qui sont liées à des positions de couverture que j'ai prises, en particulier sur le Dow Jones. Et là, on voit graphiquement comment se situe mon allocation d'actifs. Donc, on a une allocation qui est majoritairement, qui est assez équilibrée entre l'obligataire, les actions, les métaux précieux et les matières premières, crypto, forex. On a un camembert qui est assez équilibré. On a, on a un équilibre, on a pas mal de diversification avec quand même, on va dire, 6-7 grosses positions. On a une bonne position sur l'OAT française, 10 ans. On a une bonne exposition sur les Treasuries 2 ans américains. Les obligations américaines sont à 4,5%. Donc, c'est intéressant d'investir sur ces obligations, puisque en roulant mes positions, je peux générer des plus-values, surtout si les taux arrêtent de monter. Une autre grosse position, évidemment, c'est sur le Dow Jones. Alors attention, cette position, cette grosse barre rouge, elle est un peu exagérée, puisque j'ai à la fois des positions acheteuses sur le Dow Jones et vendeuses sur le Dow Jones. J'ai des positions sur l'argent, bien évidemment, sur l'or, ainsi que sur l'euro-dollar et le yuan chinois. Quand on regarde mon PNL, on observe que, ça c'est intéressant, qu'avant, le gros de mes pertes était sur l'argent et maintenant, l'argent est devenu un contributeur de mes gains. Je suis passé dans le vert sur l'argent et ça c'est vraiment très très intéressant pour moi. Évidemment, on voit que le gros de mes pertes maintenant se situe sur mes positions de couverture, mes positions vendeuses sur le Dow Jones. En résumé, je continue à surperformer les marchés boursiers qui semblent vouloir terminer à l'équilibre sur 2022. Mon objectif consiste à repasser dans le vert avant les marchés. Mon pari semble être en bonne voie puisque je ne suis plus qu'à peine 2% de l'équilibre, alors que les bourses, malgré leur remontada, restent à plus de 5% de pertes depuis le début de l'année. Il y a quand même de grandes chances, si on prolonge la tendance, que je passe dans le vert sur 2022 avant que les marchés actions n'aient effacé leurs pertes. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent pour moi, d'autant plus que j'ai un projet de faire un partenariat avec mon broker. Le top de mon allocation, pourquoi mon allocation résiste si bien? Je profite à fond de la détente des taux. J'ai quand même un portefeuille obligataire important qui maintenant s'apprécie grâce à la baisse des taux. Je profite du rebond des métaux précieux, en particulier sur l'argent métal. Mon pari de tenir la zone des 22 dollars a été payant, même si je suis resté quelques mois dans le rouge. Et enfin, je profite du rebond de pas mal de marchés actions, notamment la Chine, la France, le Japon, l'Afrique du Sud. Les flops, tout n'est pas si rose dans mon allocation d'actifs. Il y a des choses que je regrette. Je reste pénalisé par la position de couverture vendeuse prise sur le Dow Jones. C'est pas une position spéculative, mais sans celle-ci, je serais déjà dans le vert depuis le début de l'année. Et enfin, deuxième problème, je subis les coûts de rollover de plus importants du fait de la remontée des taux, ce qui m'oblige à devoir faire des arbitrages fréquents. Ma stratégie pour les prochaines semaines consiste à essayer d'avancer vers l'équilibre avec la hausse des actions tout en limitant la casse en cas de rechute des marchés. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ce point de marché, donc qui est assez riche. On voit qu'on a quand même des gagnants, le CAC 40, le Dow Jones, qui sortent quand même, qui font partie des gros gagnants de la remontée observée durant ces 2 derniers mois. Et ça, évidemment, ça va avoir des conséquences. L'homme le plus riche du monde pourrait même sans doute être Bernard Arnault, mais même pour les personnes qui sont investies dans des assurances-vie en unité de compte, par exemple, ces personnes-là pourraient tirer leur marron du feu. Alors par contre, pour celles et ceux qui sont investis
en fonds euros. Là, malheureusement, l'assureur ne va pas forcément partager avec vous les gains réalisés sur les marchés. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire. En tout cas, n'hésitez pas à revoir cette vidéo, à poser des questions, à mettre des commentaires, à liker la vidéo. Très intéressant pour moi, d'autant plus que ma chaîne est a franchi des seuils critiques, hein. Je suis maintenant à plus de 4000 heures de vues au total, plus de 100 000 vues sur l'ensemble de mes vidéos. 4000 heures de vues. J'ai passé aussi le cap des 100 vidéos. Et donc, il y a de grandes chances que pour d'ici 2022, début 2023, pardon, ma chaîne puisse être monétisable. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, un bon match de foot, hein, voilà, bon, même si je sais que le football prend pas mal de temps, n'hésitez pas quand même à continuer à regarder les vidéos, hein. Je pense que ce que je poste, ça peut vous être utile dans votre gestion personnelle, des finances personnelles. N'hésitez pas non plus à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine si vraiment vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre patrimoine. C'est c'est plus intelligent de faire ça que d'essayer de trader à l'aveugle au risque de vous prendre de grosses paumes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, un bon match France-Pologne, en espérant que la France va gagner, bien évidemment, hein, Cocorico. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, à dans une semaine, pour de nouvelles aventures. Voilà, bah écoutez, en tout cas, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!